Donner pour gagner, partager pour prospérer, ouvrir pour innover. Ça paraît contre-intuitif, non? Dans un monde où la propriété intellectuelle est reine, où les brevets valent des millions, où le secret industriel est sacré. Et pourtant, Linux fait tourner 90% des serveurs mondiaux. Wikipédia a tué Britannica, OpenStreetMap concurrence Google Maps. Comment des projets gratuits, ouverts, partagés peuvent-ils créer des milliards de valeurs? C'est la question qu'on explore aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Chaque jour, l'humanité produit 2,5 quintillions d'octets de données. C'est un 25 suivi de 17 zéros. Impossible à visualiser. Ces données, c'est le nouveau pétrole. Température, pollution, trafic, consommation, santé, tout est mesuré, stocké, analysé. Mais voilà le problème, la majorité de ces données sont enfermées dans des silos, des serveurs privés, des coffres-forts numériques, inaccessibles, inexploitables, inutiles. C'est comme avoir des bibliothèques partout, mais avec les portes fermées à clé. Prenez Souleymane N'Gajine, ingénieur lillois, doctorat en sciences atmosphériques. 2018, il rentre d'une mission en Côte d'Ivoire. Il est choqué. Abidjan, 5 millions d'habitants, 0 station de mesure de qualité de l'air. Les gens respirent, toussent, tombent malades. Mais personne ne sait pourquoi, pas de données. En Europe, on a des stations tous les 10 km. Coût, 200 000 € pièce, maintenance, 50 000 € par an. Pour l'Afrique, impayable. Souleymane a une idée folle. Et si on utilisait les données existantes? Satellites de la NASA, gratuits, open data, données météo accessibles, capteurs low cost, 100 €, algorithmes open source, à dispo. Il mixe tout ça, crée Ndoo, une start-up qui fait de la qualité de l'air avec des données gratuites. Coût divisé par 10, précision comparable aux stations traditionnelles. Une meilleure gestion de la qualité de l'air grâce à des données partagées. L'histoire de Ndoo n'est pas unique. Partout, des entrepreneurs construisent sur du gratuit. L'open source, c'est du code partagé qui devient des produits. L'open data, des données publiques qui deviennent des services. L'open hardware, des plans gratuits qui deviennent des innovations. Red Hat, vendu 34 milliards à IBM, basé sur Linux. Elastic, valorisé 8 milliards, 100% open source. MongoDB, Databricks, GitLab, des licornes du partage. Comment c'est possible? Comment gagner de l'argent en donnant tout? La France a un atout majeur. Etalab et data.gouv.fr, 40 000 jeux de données publiques. L'INRIA et le CNRS, des milliers de chercheurs qui publient en open. Une culture du service public, du bien commun. Mais aussi un paradoxe, on produit de l'open source utilisé par les GAFA. On libère des données exploitées par des boîtes américaines. On forme des développeurs qui partent à l'étranger. Dans les Hauts-de-France, la question se pose différemment. Comment transformer notre tradition industrielle avec l'open? Comment nos PME peuvent-elles innover sans tout réinventer? Comment créer de la valeur locale avec des ressources globales? Aujourd'hui, on va comprendre comment le gratuit devient rentable, comment le partage devient stratégique, comment l'ouverture devient un avantage compétitif. Avec deux invités exceptionnels, Alexis Lebis d'abord, professeur associé en intelligence artificielle à l'IMT Nord-Europe et ambassadeur Software Heritage, coordinateur du projet ANR Tail for GDA. Il va nous expliquer comment l'IA et l'open source transforment l'innovation. Et puis Souleymane N'Gajine, le fondateur de Ndoo, il va nous raconter comment on crée une start-up en assemblant des briques gratuites pour mesurer la qualité de l'air dans 8 pays. Bienvenue dans l'épisode 7 de Capsule ID, l'open data et l'open source, créer de la valeur avec le partage. Aujourd'hui, on explore le paradoxe de l'économie du partage, comment donner plus pour gagner plus. Bonjour Alexis Lebis. Bonjour. Alexis, vous êtes maître de conférence en intelligence artificielle à l'Institut Mines Télécom Nord-Europe et également ambassadeur Software Heritage. Alors on reviendra un peu là-dessus, mais c'est une initiative pour collecter et préserver ce qu'on peut considérer comme un patrimoine immatériel, les codes sources des logiciels. Ce qui fait un peu de vous le Stéphane Bern d'Internet. L'ambassadeur du Stéphane Bern. Comment? L'ambassadeur du Stéphane Bern. Alors, on va évoquer la complémentarité entre IA et open source. Et j'ai envie d'introduire cet échange avec une question chapeau, très généraliste. Où voyez-vous le lien le plus fort entre les deux? Il est vraiment dans l'algorithmie, dans le code. Et je pense que le lien, il est vraiment historique. Quand on regarde un petit peu dans les années déjà 70, 80,
On a déjà des partages en fait de systèmes experts, donc qui sont des intelligences artificielles, qui, je pense par exemple à MySyn, avait pour objectif de résoudre des problèmes vis-à-vis de la santé. Et progressivement, on a vu des partages justement de systèmes experts, puis de nouvelles techniques d'intelligence artificielle, donc qui sont un peu plus statistiques. Puis on est venu sur du machine learning, des algorithmes de deep learning, et puis maintenant des modèles de langage un peu larges ou très larges. Et donc c'est quelque chose qui est très historique et c'est très entremêlé en fait dans l'histoire et de l'informatique et aussi de l'open source. Et on peut le voir d'ailleurs notamment aussi, vous me direz si je me trompe, chez les GAFA qui partagent leurs outils. Alors on peut citer TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn. Oui, alors c'est un peu particulier effectivement de se dire que des grosses entités comme ça partagent spontanément en fait de tels outils, mais eux ça leur sert pour déjà une image de marque, forcément, mais c'est aussi un moyen pour eux de tester des nouveaux outils, des nouvelles approches, et aller aussi récupérer des expertises qui ne sont pas forcément dans leur structure, et on va dire capitaliser en fait sur le savoir un peu communautaire pour aller vers des nouvelles propositions. Et donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. On l'observe aussi sur des initiatives un peu plus européennes, par exemple le groupe Proton qui met à disposition aussi toute sa suite logicielle en open source. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très ancré maintenant dans le monde informatique. Mais pour autant, il garde aussi, on va dire, une partie un peu plus propriétaire, où là, ça va être du service supplémentaire qui va être vendu et aussi des fonctionnalités supplémentaires. Alors revenons un peu sur l'initiative Software Heritage. Il y a une dimension militante, j'imagine, là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette initiative et puis votre approche, votre arrivée là-dedans? Alors, Software Heritage, c'est une organisation à but non lucratif qui a été notamment cofondée par Roberto Di Cosmo et Stefano Zacchiroli, si j'ai pas trop abîmé son... Et l'objectif, c'est vraiment d'aller sauvegarder en fait les codes sources qui sont présents sur Internet, qui sont considérés, comme vous l'avez dit, comme un patrimoine immatériel. Mm-hmm. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on code en fait un programme, que ça soit une intelligence artificielle ou un programme comme Word, par exemple, mm-hmm. Il y a du savoir qui est mis dans ce programme, il y a des choix qui sont faits. Et un programme, ça se dénature très vite et ça devient très vite déprécié. Et donc, il faut le maintenir avec toutes les dépendances. Et donc, tout le savoir qui est mis dans le code, il peut être très vite perdu. Et l'histoire a montré que des grandes plateformes d'entreposage de code en fait disparaissaient très facilement, notamment Google qui avait mis fin comme ça sans préavis en fait à des plateformes de stockage de code où les gens qui n'ont pas eu le temps de migrer leur code ont vu leur code disparaître. Et donc tout cet effort-là, du jour au lendemain, pouf, avait disparu. Et donc Software Heritage, c'est un peu l'initiative pour essayer de sauvegarder ça, préserver ça comme un patrimoine, et donc c'est soutenu aussi par l'UNESCO maintenant, et ils archivent plusieurs dizaines de millions de codes sources à travers le monde, et ils s'interfacent avec les plus grandes plateformes de développement pour aller récupérer ces codes et les archiver. Donc le plus grand musée du monde est dans le cloud, c'est ça que vous êtes en train de dire? L'un des plus grands en tout cas, oui. Sur votre métier de chercheur, pourquoi vous diriez que c'est plus intéressant de publier en open au lieu de breveter? Alors, plus intéressant... Ça va dépendre à qui vous le demandez. Si vous le demandez à mes directeurs, ce sera peut-être plus intéressant de breveter. Mais en tant que chercheur, on est financé par l'État. Je pense que c'est aussi normal de rendre en fait on va dire la communauté, en tout cas le fait qu'on nous paye pour créer et contribuer à des nouvelles connaissances. Et aussi, ça permet de tout simplement créer une communauté autour de nos projets, autour des contributions et des connaissances qu'on crée. Et des fois, on arrive à avoir des belles surprises et des programmes en fait, qui vont évoluer, des intelligences artificielles qui vont en fait, s'enrichir petit à petit de briques supplémentaires parce qu'on a mis le code en open source et qu'il a été consultable. Et donc, on a même des personnes, des fois, qui spontanément consultent nos codes. Alors, c'est un peu rare, ça dépend de la notoriété qu'on peut avoir, mais qui vont venir consulter nos codes et des fois les débugger en disant là il y a un problème et nous apporter des solutions alors qu'on n'avait pas forcément le temps ni les moyens nécessaires pour le faire.
Donc c'est quelque chose de très communautaire et c'est vraiment un effort de groupe. Donc c'est aussi une mentalité, je pense, qui est assez naturellement partagée dans la sphère académique. Alors on sent que vous projetez en quelque sorte des valeurs sur ces notions-là. Et justement, sur l'éthique, je crois que vous êtes Research Integrity Officer également. En quoi l'open source peut permettre une IA plus éthique ? Alors, ça peut permettre une IA plus éthique dans le sens où, justement, avec la transparence des données qui sont entreposées, ça permet aux gens d'aller les consulter. Ça permet de vérifier si, par exemple, les données n'ont pas été empoisonnées et que, par exemple, si, imaginons un jeu d'entraînement pour un modèle de neurones actuel, au lieu de dire que le chat qui est représenté sur l'image, c'est un poteau, et que le système va l'apprendre, en fait, ça va empoisonner petit à petit. Donc ça permet déjà de s'assurer qu'on a une validation, entre guillemets, par les pairs des données qui sont présentes. Après, ça permet aussi donc, de s'assurer de la reproductibilité et de la discussion, en fait, autour de tout ça. Et pas avoir, on va dire, un flou propriétaire qui masque également la manière dont les données ont été produites. Parce que tout le cheminement de production des données est important. Si jamais les données sont produites dans des contextes plus ou moins éthiques, c'est important aussi. Et si jamais on n'est pas capable de s'assurer que les données qui sont produites sont de qualité, alors tout ce qui en découle, on peut aussi avoir des interrogations sur la qualité du modèle in fine. Cette question de l'éthique, elle rejoint celle de l'écologie de la donnée. Pourriez-vous définir cette notion ? Alors, l'écologie de la donnée, on peut le voir un peu comme le cycle de vie de la donnée aussi, c'est-à-dire du moment où elle est créée jusqu'au moment où on va l'entreposer, puis l'archiver. Donc il y a vraiment plein d'étapes qui interviennent dans ce cycle de vie. Déjà, l'identification d'un besoin pour aller produire ces données, toute la définition du protocole, donc tous les moyens qu'on va mettre en place pour aller récolter la donnée, donc les senseurs, les images, qui vont donc produire beaucoup de données, souvent même des téraoctets de données en fonction des besoins. Après, on aura tout le traitement de cette donnée. Tout ça, ça a un coût, forcément, aussi écologique, puisqu'on est dans l'écologie au sens large. Et donc le traitement, l'identification de patterns qui sont dans ces données ou de résultats qui peuvent être exploités ou exploitables. Et après, une fois que ces données-là ont servi ou revêt un intérêt, on a aussi envie de les entreposer et voire de les archiver sur du plus ou moins long cours pour soit les consulter, par exemple dans tout ce qui est intégrité scientifique et éthique. Des fois, on est amené à reconsulter ces données pour vérifier l'authenticité des travaux de recherche. Et donc, on a après un travail un petit peu d'archéologie qui se met en place sur ces données-là. Donc, l'empreinte environnementale des données, elle fait partie de votre travail en tant que Research Integrity Officer ? Non, elle ne fait pas directement partie de mes missions. Parce que nous, on va plus se concentrer sur tout ce qui est manquement à l'intégrité scientifique, notamment avec des fraudes plus ou moins conscientisées dans les publications scientifiques ou dans les résultats. Par contre, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que effectivement, les données ont un coût, notamment avec le stockage, puisqu'on veut les entreposer. Et à l'heure actuelle, vu que les systèmes d'IA ont besoin de beaucoup de données et ont besoin d'accéder très rapidement à ces données, on augmente les infrastructures toujours plus. Et donc ça a un coût qui est assez important. Alors, vous nous avez bien expliqué que la donnée, et notamment la donnée ouverte, nourrit l'IA, nourrit l'innovation. Est-ce qu'on peut faire un distinguo entre données publiques et données propriétaires pour une IA, par exemple ? Oui, alors, il y a effectivement cette question de données publiques et données propriétaires. Au niveau alors, il y a des très grandes bases de données qui existent, qui sont totalement publiques, où les jeux de données sont mis à disposition de tout le monde. Et comme je disais tout à l'heure, ça a cet avantage que c'est reviewé par les pairs, qu'il y a une certaine validation, donc il y a aussi une alimentation régulière de ces données, ce qui permet des fois d'avoir des jeux de données qui croient et qui permettent de renforcer la qualité des modèles. Mais il y a aussi le pendant inverse, qui est, vu que c'est ouvert et communautaire, il y a moins de contrôle sur ces données-là. Alors que du côté propriétaire, c'est souvent des données qui sont un petit peu plus difficiles à obtenir, parce qu'il faut des moyens beaucoup plus importants. Et donc,
pour le coup, c'est des données des fois plus fines et qui vont être plus efficaces pour entraîner certains modèles. Par exemple, si on prend des voitures autonomes d'une certaine marque américaine, les données qui sont produites par les capteurs de cette voiture ne sont pas disponibles. Or, on se doute bien de l'intérêt que ça peut avoir, et donc ça sous-entend que les personnes qui essayent de produire ce type de données ouvertes vont barder les voitures de capteurs, mais des capteurs souvent moins bons, enfin de moins bonne facture, on va dire, que les capteurs qui peuvent équiper les voitures. Alors, l'IA est évidemment beaucoup dans l'actu, et notamment les biais qu'on peut y trouver. Est-ce que, d'après vous, l'open data peut garantir une neutralité, ou améliorer en tout cas la neutralité des IA? Alors, oui et non. Alors, les biais, effectivement, ils sont avérés. C'est surtout parce que... Alors, quand on parle d'IA, déjà, il faut voir que le spectre est beaucoup plus large que ce qui est actuellement montré dans les journaux et tout ça. On a cet aspect, on a deux grands mouvements en IA qui sont on va dire une IA qui est symbolique, qui essaye notamment de représenter les règles expertes, donc quelqu'un qui va expliquer son travail et on va essayer de les représenter sous forme de règles, et une IA qui est un peu plus connexionniste, donc c'est une IA, pour simplifier, un peu statistique et qui va se baser sur des probabilités. À l'heure actuelle, quand on parle d'IA, donc c'est les LLM, les larges modèles de langage, qui sont des modèles purement connexionnistes, totalement probabilistes, et qui donc sont très dépendants des données d'entraînement. À partir de là, des données qui sont on va dire en open access, si les données, l'échantillon d'entraînement qui est utilisé pour entraîner ces modèles est de qualité et qu'il a bien été travaillé, ça pose aucun souci. Mais par contre, si la base de données est un petit peu déstabilisée, elle est déséquilibrée sur certains aspects, parce que, encore une fois, les moyens n'étaient pas forcément à disposition, ça peut créer effectivement des biais dans l'intelligence artificielle en elle-même. Mais d'expérience, on utilise, nous, en recherche, très très fréquemment des bases de données ouvertes pour leur facilité d'accès et quand même pour leur qualité. Parce que c'est quand même indéniable que certaines bases de données, qui ont aussi été faites par d'autres collègues scientifiques de par le monde, sont de très bonne qualité. Donc si moi demain je veux créer une IA, c'est une histoire de sélection des données que je vais opérer qui va pouvoir donner une IA compétitive. Alors pas que. Il y aura aussi tout le modèle d'IA, entre guillemets, qu'on va utiliser, et donc quel type d'IA on veut mettre en place, et qu'est-ce qu'on a envie de résoudre comme problème. Maintenant, c'est effectivement très facile de faire une intelligence artificielle, parce que, comme on disait aussi tout à l'heure, les entreprises mettent à disposition beaucoup d'outils, notamment Facebook, OpenAI, DeepSeek, qui est arrivé avec un modèle qui proposait ce qui s'appelle le chain of thought, pour enchaîner les raisonnements et créer un peu plus de substance. Et donc, c'est assez facile d'avoir un modèle à entraîner ou qui est déjà entraîné. Parce que pour ce type d'intelligence artificielle, ce qui coûte très cher, c'est l'entraînement. C'est-à-dire faire en sorte que le modèle soit pertinent, entre guillemets. Et donc, prendre un outil qui est déjà fait, après, récupérer des données pour un peu le surspécialiser, c'est assez facile. Et je pense que c'est devenu, maintenant en plus avec les LLM, assez accessible pour tout à chacun. Pour peu qu'on s'y connaisse un petit peu et qu'on pose les bonnes questions en LLM, je pense que tout le monde peut y arriver. Et donc ça, c'est très intéressant parce que c'est-à-dire qu'avec des LLM qui sont même propriétaires, on peut aller sur des IA, au sens large, pas juste LLM, qui sont déjà assez efficaces pour résoudre des problèmes, alors que les jeux de données sont accessibles, les modèles sont accessibles, et on peut déjà commencer à créer quelque chose et faire souvent des proof of concept, et après il faut effectivement investir un peu plus de moyens pour aller gagner ce qui manque pour devenir compétitif. D'accord. Alors on parlait de qualité de la donnée, mais parlons aussi peut-être des freins ou peut-être des données qui ne peuvent pas être publiées. Je pense à la RGPD ou aux données privées. Qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est ces données qui sont cachées ou... Alors, effectivement, ça, c'est assez compliqué d'avoir des données qui concernent l'humain, d'une manière générale, parce que donc, en Europe, on a de la chance. On a des politiques qui essayent justement de protéger ce type d'informations qui sont très précieuses. Ce n'est pas le cas des Américains, par exemple, qui se gavent de toutes ces données-là, notamment Google, Facebook et tout ça.
ces données-là sont très difficiles à obtenir et à entreposer. Ce qu'il faut savoir, c'est que alors, il existe des jeux de données qui ont des données qui parlent d'humains, qui ne sont pas directement les données d'humains. Quand nous, on conduit des recherches qui mobilisent des personnes humaines, on doit passer par des comités d'éthique qui valident ou non si l'expérimentation qu'on compte mener est éthique, justement. Et ça, c'est indépendant de ma volonté, même si je suis référent intégrité scientifique. C'est vraiment une cellule qui a pour objectif de vérifier si oui ou non ces données, l'expérimentation peut être faite. Mais après, le cadre légal impose aussi une gestion précise de ces données. Et donc, on a toute une série d'étapes plus ou moins fastidieuses à réaliser pour espérer peut-être à un moment rendre ces données publiques sous réserve d'anonymisation, mais c'est même beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, parce qu'à travers juste une simple anonymisation, on peut quand même retrouver de qui on parle. Et donc c'est ça aussi où techniquement on doit s'assurer que ça ne puisse jamais arriver. Par exemple, le seul étudiant qui a suivi un cursus particulier, même si on change son nom et son identifiant, si on a la connaissance a priori, on sait que ce sera lui. Et donc ça pose des questions éthiques, et donc on a des jeux de données des fois très dur à publier en open access, mais ça existe quand même. D'accord. Et c'est des données qui sont très précieuses, justement. Alors, on l'a dit, même les GAFA utilisent l'open source. Est-ce qu'une IA européenne peut rester compétitive si son modèle est open source face à ces géants ? Alors oui, encore une fois, ça va dépendre de quelle IA on parle. À l'heure actuelle, l'IA moderne, on va considérer que c'est les LLM. Et la problématique qui est directement liée à ces IA, c'est les moyens qui sont derrière, les moyens financiers et matériels qui sont derrière, parce que c'est des modèles qui sont tellement gigantesques à entraîner qu'il faut des moyens aussi gigantesques. Et donc pour le coup, c'est un peu plus dans l'ADN des États-Unis d'investir, en tout cas laisser les entreprises investir massivement dans ce type de technologie et d'outils. Toutefois, toute l'histoire en fait de l'informatique, elle est bardée justement de solutions qui ont tellement bien marché, qui ont été rachetées justement par ces types de structures-là. Et je pense que c'est quand même un très bon exemple de la compétitivité possible de projets qui viennent de projets open source, justement, par rapport à des projets propriétaires. J'ai envie de vous faire agir sur la bulle autour de l'IA dont il a été question et qui a notamment été mentionné par le patron d'OpenAI. Alors, effectivement, les LLM ont un avantage qui est indéniable, c'est qu'ils permettent de résoudre un gros problème qui était lié justement à cet aspect très fluide de l'interaction. Et on a vraiment l'impression d'avoir une sorte d'assistant en face de soi maintenant qu'on l'interroge. Et ça, c'était très difficile à obtenir il y a 10, 15, 20 ans avec des techniques notamment plus symboliques où la gestion du texte était un peu plus difficile. Alors il y avait des champs disciplinaires spécialisés dans l'analyse de langue, etc., qui marchaient bien. Et on va dire que là, c'est la concrétisation de plusieurs dizaines d'années de travail. Dans l'IA, quand on regarde, on a eu déjà 2 grands moments à peu près du même acabit, et c'est ça qui est assez intéressant quand on regarde dans le passé. Il y a eu un premier boom de l'IA qui a été suivi tout de suite par un hiver de l'IA qui, après, j'évoquais avec Mycin sur le système expert, justement, qui a relancé une deuxième fois et qui a donné l'impression, justement, qu'on allait enfin pouvoir résoudre tous les problèmes du monde parce qu'on arrivera, avec des systèmes experts, à les résoudre. Puis, donc les investisseurs ont suivi le mouvement et après, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas si bien et que les puissances de calcul n'étaient pas suffisantes. Et donc, ça s'est tari. Et là, on revient, je trouve, à peu près dans la même dynamique, à savoir les investisseurs voient vraiment des opportunités, investissent massivement et par contre, on verra ce qui va être. Bon, vous nous donnerez vos conseils en investissement boursier en fin d'émission. On parle de modèle économique et on parle d'open data, ça peut être un peu paradoxal. Est-ce que quand on utilise des modèles open source, on contribue, on doit contribuer forcément ? Alors, ce n'est pas un impératif du tout. Par exemple, moi, j'ai utilisé beaucoup de briques logicielles dans ma propre recherche et j'avoue n'avoir jamais contribué une seule fois à ces briques logicielles. Mais ça aide les personnes. Mais si les
les développeurs ou même les investisseurs, les personnes qui vont utiliser ces briques ont le temps, ont l'opportunité de le faire, ils peuvent le faire et c'est, on va dire, rendre l'appareil. Ça peut être sur différents niveaux, c'est pas forcément du code, ça peut être aussi tout simplement sur de la traduction de texte. Bien souvent, en tout cas à l'époque, parce qu'encore une fois, avec les LLM, ça change de plus en plus, mais à l'époque, en tout cas, il y a 5 ans, par exemple, traduire une application, en français, en espagnol, c'était très cher, c'était très fastidieux. Et c'est très, très souvent la communauté qui se manifeste spontanément en disant bah, « moi, je peux essayer de traduire cette application ». Donc, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas non plus un devoir, mais si l'envie est présente, c'est aussi un moyen de gagner en visibilité. Parce qu'on rentre dans une communauté qui est investie dans un projet, et bien souvent, on se fait remarquer et on peut réinvestir du temps dans d'autres projets et rentrer dans des sphères de développement qui sont des fois très, très enrichissantes. On parle de communauté, donc vous enseignez à l'Institut Mines Télécom Nord-Europe. Votre école donc forme des entrepreneurs à l'IA, à l'open source ? Alors, on va former plutôt des ingénieurs. Des ingénieurs. Oui, des ingénieurs à l'IA. Effectivement, on a des modules qui sont destinés à apprendre les différentes techniques d'IA. On leur apprend aussi maintenant à bien utiliser les LLM, et notamment faire du prompt boosting et toutes ces techniques pour réussir à maximiser en fait ce qu'on peut obtenir. Mais on les forme aussi à comment utiliser les données, comment exploiter les données et donc retirer comme ça des résultats intéressants de ces données-là. Parlons maintenant du projet, j'espère que je le prononce bien, Tail4JDA. Parfait. Vous le coordonnez, ce projet, pour l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche. Quelle est l'innovation que vous cherchez avec ce projet ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du Non, projet. s'il vous plaît. Mais l'idée qui est derrière le projet, dans les grandes lignes, c'est d'essayer de capitaliser sur justement ce qui a été fait par mes autres collègues internationaux sur une thématique bien particulière qui s'appelle les jeux sérieux. Donc, c'est à destination des apprenants et des enseignants. Et l'idée, c'est essayer donc de rendre ça open source et interopérable en réfléchissant et en proposant des nouvelles manières de représenter ces entités numériques. Et donc, ça lève des nouvelles questions, notamment dans les systèmes de recommandation qu'on va mettre en place, donc des IA, pour essayer de suggérer dans les moments de conception des parties bien précises en fonction des alignements pédago-ludiques qu'on voudrait mettre en place. Et donc, tout ça, c'est dans cette idée de partage, justement, et de réutilisation de l'effort qui a été déjà mené. Donc ça se passe dans la région. Est-ce que vous identifiez dans notre région des Hauts-de-France des atouts spécifiques dans ces domaines de l'IA, de l'open source ? Oui, on a plein de dynamiques. On a toutes les universités, tous les labos de la région qui sont, mine de rien, activement impliqués, ne serait-ce que, comme je disais tout à l'heure, par la culture universitaire et académique, de mettre en libre accès bien plus souvent qu'on brevette nos codes sources et nos intelligences artificielles. Et on a aussi des réseaux, un réseau qui s'appelle, enfin un projet même plus spécifiquement, qui s'appelle le projet LORD, pour Lille Open Research Data, qui, on va dire, fédère tous les acteurs de la région autour de ces questions d'open science, d'open data et d'open source. Et donc on crée comme ça un réseau où on met toutes les initiatives en commun, toutes les astuces, toutes les productions, pour essayer d'être un petit peu pionnier en France sur pas mal de ces aspects. Et ça toucherait quel secteur en priorité, d'après vous ? Alors, les secteurs, en tout cas, pour moi, que je vois les plus impactés par ce type d'initiative, c'est notamment la santé. La santé, avec toutes les avancées en IA, effectivement, ça a fait un bond en avant. On a aussi tout ce qui est mobilité. Là, on a aussi pas mal d'avancées. Et on commence, alors, parce que c'est notamment mon domaine de recherche, je le vois aussi, on commence à avoir de plus en plus d'avancées grâce à cette open source et à cette open data au niveau de l'EdTech et de tout ce qui est environnement informatique pour apprentissage. Pour terminer, Alexis, un entrepreneur qui veut se lancer dans l'IA, vous lui dites open source forcément. Absolument. Enfin, moi, personnellement, je lui dirais open source. Ne serait-ce que pour lui, qui puisse déjà essayer de jouer avec des briques, parce qu'en fait, c'est un peu comme un Lego. Avec l'open source, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a renversé le bac de Lego, et puis on commence à essayer de monter une structure, des fois, qui ne tient pas vraiment. Et à force de trouver des bonnes briques qui nous correspondent, hop, on arrive à faire quelque chose qui nous plaît,
un petit bâtiment. Et après, justement, ça permet de mieux aligner sa pensée avec son objectif et puis d'aller voir les bonnes personnes en disant, bah voilà, là, j'ai besoin de quelqu'un pour aller faire ça. Et à mon avis, on ne retrouve pas ça dans les solutions propriétaires parce qu'elles sont souvent toutes inclusives avec que des solutions propriétaires qui ont déjà été bien pensées, bien ficelées et où le coût d'entrée est aussi beaucoup plus important, bien souvent, alors qu'avec des open source, c'est quand même beaucoup plus facile. Eh bien, merci beaucoup, Alexis Lebis. Bah de rien, merci beaucoup. Respirons un instant. Ce qu'Alexis Lebis vient de nous expliquer change la donne. L'intelligence artificielle, ce n'est plus réservé aux géants de la tech. Grâce à l'open source, n'importe quelle startup peut créer de l'IA de pointe. TensorFlow de Google, gratuit. PyTorch de Facebook, open source. Des milliers de modèles pré-entraînés sont à disposition. Alexis nous l'a bien expliqué, il y a 4 grandes façons d'utiliser l'IA open source. 1. Le modèle Fine Tuning, prendre un modèle existant et l'adapter à son besoin. Exemple, partir de BERT pour faire du traitement de texte spécialisé. Coût, quelques milliers d'euros versus des millions pour partir de zéro. 2. Le modèle API as a Service, utiliser des modèles open source via des API payantes, comme Hugging Face, modèle gratuit, hébergement payant. Les clients payent la simplicité et la scalabilité. 3. Le modèle expertise verticale. Combiner plusieurs briques open source pour un secteur spécifique. C'est exactement ce que fait Ndoo pour la qualité de l'air. La valeur est dans l'assemblage et la connaissance métier. 4. Le modèle contribution stratégique. Contribuer à l'open source pour attirer les talents. Alexis est ambassadeur de Software Heritage. Cette initiative française archive tout le code open source mondial. Pourquoi c'est crucial ? Imaginez, GitHub disparaît demain, des millions de projets perdus, des années d'innovation effacées. Software Heritage, c'est l'assurance vie du numérique. Basée à Paris, soutenue par l'UNESCO, une initiative française qui protège le patrimoine numérique mondial. L'open source rend l'IA plus transparente. On peut voir comment un modèle prend ses décisions cruciales pour éviter les biais, les discriminations. Mais ça pose aussi des questions. Si tout le monde a accès à l'IA puissante, comment éviter les usages malveillants ? C'est là que le rôle de Research Integrity Officer d'Alexis prend tout son sens. Garantir que l'innovation reste éthique, que l'ouverture ne devienne pas dangereuse. Maintenant, passons au concret. Comment une start-up lilloise utilise l'IA et l'open data pour améliorer la santé publique dans 8 pays. Souleymane N'Gajine va nous raconter l'aventure Ndoo. Comment il combine données satellites, IA et capteurs low cost pour créer des observations de qualité de l'air accessibles. C'est l'exemple parfait de ce qu'Alexis vient d'expliquer. L'IA n'est plus une barrière, c'est un levier, à condition de savoir l'utiliser. Bonjour Souleymane N'Gajine. Bonjour Mathieu. Souleymane, vous avez une formation d'ingénieur et votre engagement pour les questions climatiques vous a poussé à créer Ndoo, une start-up qui vise à combler les lacunes de la mesure de la qualité de l'air en Afrique en se servant de l'open data. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que veut dire Ndoo et après nous en expliquer la genèse ? Effectivement, je suis ingénieur. J'ai un master en sciences de l'atmosphère à l'Université de Lille et un doctorat en sciences de l'atmosphère, de l'univers et de l'espace obtenu à l'ULCO. Et Ndoo veut dire vent en peul et dérive d'une expression qui veut dire amener le vent. Et la start-up s'est construite derrière cette idée-là, en fait, de ramener cette information-là et en soi de l'air pur, en fait, aux populations qui en manquent et qui vont en manquer, en fait, demain pour différentes raisons. Et c'est de là, en fait, que Ndoo rassemble effectivement, en fait, l'idée que nous voulons faire à travers ce projet de start-up. Parce que le constat, donc, c'est que en Europe, on connaît la qualité de l'air, on a plein d'infrastructures et de moyens pour la mesurer, mais ces moyens et infrastructures manquent en Afrique, c'est ça ? En soi, c'est ça. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, 27 pays sur 27 ont un système qui leur permet en fait de savoir l'air que la population respire en temps réel, que ce soit dans les Hauts-de-France, Atmo Hauts-de-France ou à Paris, Air Paris. Et le constat que nous faisons, c'est que sur 54 pays africains, moins de 5 ont plus ou moins une vraie station en fait de mesure de la qualité de l'air. Et pourtant, en fait, c'est la population, en fait, avec la plus forte croissance sur Terre aujourd'hui. C'est 30 millions, en fait, de kilomètres carrés, en fait, de superficie. C'est le continent qui va boomer demain. Et pour nous, en fait, quand il y a boom, il y a industrialisation, il y a urbanisation et par conséquent pollution. Et il est important, justement, d'apporter cette information
aux décideurs et citoyens qui en ont besoin. Et donc, votre intuition à vous, c'était de vous tourner vers l'open data, c'est ça? En soi, justement, il y a des barrières à l'entrée pour pouvoir avoir une information de qualité de l'air. C'est que si on prend le cas de peut-être Atmo de France, il faut environ 15 millions d'euros en fait en installation si on veut déployer 59 stations de référence dans les Hauts-de-France. Et ça fait 40 ans que ça existe et il faut une expertise pointue. Donc, c'est principalement l'une des barrières qui fait que ça n'existe pas de l'autre côté. Et nous, on s'est dit, il y a des données satellitaires qui sont en open data de l'Agence spatiale européenne et potentiellement aussi de la NASA. Pourquoi ne pas s'appuyer en fait sur ces données pour pouvoir justement rendre accessible cette information en fait qui soit cruciale et en exploitant aussi justement toutes les technologies qui sont aujourd'hui accessibles avec de l'expertise humaine, quoi. Donc, c'est un mélange de données à la fois satellitaires, aussi des données des stations au sol, c'est ça? Oui. Avec lesquelles vous établissez des modèles. C'est ça. En soi, aujourd'hui, il est difficile d'utiliser uniquement les données satellitaires pour pouvoir avoir des données qui soient représentatives de l'exposition humaine au sol. Et on a donc besoin plutôt des systèmes qui sont plus légers, qui vont coûter moins cher, donc qui vont produire de la donnée au sol. C'est des capteurs, des microstations. Et avec ces microstations, justement, on va améliorer la qualité de la donnée satellitaire pour la rendre spatialement plus représentative et temporellement aussi plus représentative. Et ça va réduire justement les coûts pour l'infrastructure. Alors, vous êtes tourné vers les données ouvertes par pragmatisme peut-être, mais est-ce que vous avez ensuite souhaité que votre code à vous soit ouvert? Est-ce que vous êtes rentré dans la philosophie de l'open data? En soi, c'est une grosse question par rapport au modèle économique. Aujourd'hui, on est dans le domaine de la qualité de l'air, ce qui fait qu'en soi, la donnée doit être open pour rendre justement l'information accessible à tout le monde. Mm-hmm. Maintenant, dans notre mission à Nuhendu, nous on accompagne les États, les collectivités et les entreprises. C'est à elles de décider de mettre en fait la donnée en open data justement pour qu'elle soit accessible aux chercheurs et aux citoyens. Et du coup, comme on ne fait pas le travail à leur place, nous on les équipe pour que eux justement ils mettent cette donnée en fait en open data. Donc le but final effectivement c'est que la donnée soit accessible à tous. Alors justement, est-ce que ça a été et c'est facile d'aller voir les gouvernements, les collectivités, les entreprises avec cette solution? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à la question de la qualité de l'air? En soi, c'est une question à double volet. Parce que aujourd'hui, presque tous les codes de l'environnement de chaque pays prévoient dans leurs articles qu'ils doivent mettre en place un système d'observation de la qualité de l'air et par conséquent aussi du climat. Pourquoi? Parce qu'il y a des implications aussi sur des aspects sanitaires. L'approche One Health aujourd'hui, c'est environnement, santé et animaux. Du coup, institutionnellement parlant et réglementairement parlant, ils ont déjà l'obligation. Et du coup, comme l'air n'est pas visible et qu'on a l'impression qu'il y a un problème qui n'existe pas, ils n'y sont pas sensibilisés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que comme ça coûte cher, on la relègue en fait à du nice to have. Ce que nous, on fait, c'est d'abord de ramener la question au centre en disant, en réalité, c'est pas du nice to have parce que les coûts économiques sont importants. Mais en plus de cela, on a rendu cela accessible pour combler la barrière en fait financière et la barrière d'expertise. C'est pourquoi on a décidé de faire une plateforme. Et comme on arrive justement à avoir ce discours-là et que le timing est bon avec ce qui se fait à l'international, notamment avec le Cleaner Fund des Nations Unies, on se retrouve dans un contexte où il y a un besoin et aussi il y a une offre qui en fait répond à une demande qui est parfois exprimée pour le cas de la Côte d'Ivoire et non exprimée dans certains pays. D'accord. En fait. Du coup, on arrive à s'adapter en fait, mais sur les 6 à 7 pays avec lesquels on échange aujourd'hui, tout le monde est responsive et le challenge, c'est plutôt de trouver le moyen de déployer cela en fait en fonction des contextes. Alors, vous êtes ingénieur devenu entrepreneur et est-ce que se baser sur de l'open data, ça veut dire que c'était une entreprise qui n'était pas compliquée à financer? J'imagine quand même qu'il y a des coûts. Comment s'est passée la structuration? En soi, c'est pas parce qu'on s'appuie sur l'open data que c'est facile. Hein. Je veux dire, la donnée satellitaire de qualité de l'air aujourd'hui produite par l'Agence spatiale européenne pour le continent africain, elle est de résolution d'environ 80 km². Lorsqu'on est dans des données en fait historiques, je crois.
et de 40 km² en fait lorsqu'il y a un traitement en fait de l'Agence spatiale européenne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour mesurer l'exposition humaine, on doit descendre sur du 1 km². Et là, vous avez besoin des ingénieurs en data, vous avez besoin en fait des ingénieurs en IA, vous avez besoin des experts de la qualité de l'air, de la modélisation atmosphérique. Et ça coûte cher. Ensuite, vous avez besoin en fait de toute l'infrastructure digitale pour pouvoir entraîner vos modèles. Et après, vous avez aussi besoin des modèles. Et ça justifie notre collaboration justement avec l'Université de Lille, le laboratoire pour le levé modal en fait de l'INRIA, où on utilise justement les modèles mathématiques de statistiques de scan spatial qu'eux, ils ont développés pour pouvoir justement ramener à une bonne résolution ces données satellitaires. Et ça, c'est tout sauf un travail, on va dire, très accessible. Et c'est ça qui nécessite justement l'accompagnement dont on a besoin des différents partenaires. Ce qu'on ne voit pas en général, c'est que ce que nous, on a mis en place sur le plan algorithmique est capable en fait de processer toute donnée qui varie dans l'espace et dans le temps. Du coup, ça décuple en fait les champs d'application de ce que nous on fait ça ne le confine pas uniquement à la question de qualité de l'air, que ce soit les données, les îlots de chaleur, par exemple, qui sont très liés à la pollution de l'air aujourd'hui. On est en train d'essayer de créer un modèle qui va être capable de dire est-ce que lorsque c'est pollué et lorsque c'est chaud, on a par exemple plus d'admissions à l'hôpital? Est-ce que quand c'est pollué et quand c'est chaud, est-ce qu'on a plus de consommation d'eau ou d'électricité? Et là, maintenant, outiller les entreprises à augmenter en fait leur pouvoir d'anticipation. Donc, comment on s'est fait financer aujourd'hui? Par le premier financeur des entrepreneurs Pôle emploi. Et après, on a eu un accompagnement spécial en fait de l'INRIA lors de notre maturation scientifique entre 2024 et aujourd'hui, et avril 2025. C'est un financement d'environ 150 000 € justement pour de l'expertise, pour transférer les algorithmes de modal dans la start-up. Et aujourd'hui, on espère qu'on va recevoir l'accompagnement justement de BPI France et potentiellement d'ODEFI justement pour continuer ce travail de maturation de la technologie et de go-to-market que nous avons enclenché avec la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de partenariat. Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que l'OMS, par exemple, est sensibilisée à votre démarche ou la Banque mondiale? Aujourd'hui, on est en Europe et en Afrique. Ce qui fait qu'on a un travail à faire ici et on a un travail à faire en fonction des pays où on va. Parce que l'Afrique, c'est grand et on a commencé par la Côte d'Ivoire. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on a échangé avec la Banque mondiale, l'OMS, le PNUD, ça c'est pour les organisations internationales, et bien sûr en fait l'Agence française de développement et l'ambassade de France via Business France et tout, et sans en partir justement des échanges que nous avons directement avec notre partenaire direct qui est le Centre ivoirien anti-pollution, ce qui fait qu'il y a un problème, il y a un besoin de construire un modèle économique justement qui implique tous ces acteurs, parce qu'ils sont en soi aussi incitateurs en fait à l'utilisation de ces données et à sa dissémination. Donc, le challenge, c'est de trouver comment, dans l'évolution en fait du projet, à sa phase pilote jusqu'à sa phase déploiement, on va travailler avec les différents partenaires. Pour le cas de la Banque mondiale, ils ont exprimé le besoin d'avoir un projet d'envergure nationale et ambitieux. Si on veut mettre des chiffres, ils sont dans l'ordre d'environ 10 millions d'euros en montant. Ce qui fait que quand on est dans une phase pilote, ils ne répondent pas en fait à nos besoins en fait de financement. Là, on ira vers des financeurs en fait qui ont des tickets en fait plus accessibles comme le FACEP en fait de la DG Trésor. Et en soi justement construire cela. Il y a le partenaire qui a ses exigences et il y a l'État aussi qui a ses capacités. On essaie en fait de rassembler les deux pour pouvoir créer une infrastructure en fait qui soit durable sur le long terme. Mais il y a un besoin à la fois du côté en fait des bailleurs et aussi du côté des Alors, on va revenir sur la solution en elle-même et les outils que vous avez développés. Mais je voudrais préciser, votre visée, c'est la mesure de la qualité de l'air, mais au-delà, c'est aussi de répondre à des questions sanitaires, j'imagine. En bout de course, c'est ça, c'est des solutions très concrètes pour les populations. En soi, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et du coup, on est dans le principe, on le dit inversement, c'est ce qui se mesure s'améliore. Notre visée, c'est que la pollution de l'air, c'est la première cause de mortalité. 7 millions de morts tous les ans sur Terre et 1,4 million de morts
en Afrique aujourd'hui. On sait en fait qu'aujourd'hui, on a une population, on a un taux de prévalence d'asthme qui est environ 3 personnes sur 10. Et si les trend en fait continue de la sorte, on aura 5 personnes sur 10. Si je m'arrête à l'asthme, c'est l'une des 20 maladies en fait non transmissibles liées à la pollution de l'air. Donc, ça veut dire qu'on n'imagine pas une population où 5 personnes sur 10 marchent avec un inhalateur. Et ça a un coût économique parce que quand on met en place, par exemple, une couverture maladie universelle, en fait, on devra subventionner les inhalateurs et tout ce qui va avec. Du coup, il y a un besoin de santé publique qui est majeur. Et ensuite, il y a un besoin d'alignement aussi climatique. Ce que les gens ne savent pas en général, c'est que la qualité de l'air et le climat sont directement liés. Les polluants de l'air ont les mêmes sources que les polluants climatiques. Donc, du coup, on propose une infrastructure qui a pour but de répondre aux besoins des différents utilisateurs qui vont au-delà du ministère de l'Environnement en soi, qui est le ministère de la Santé via son observatoire de la santé et l'approche One Health, le ministère de l'Énergie parce qu'on va attaquer en fait les sources de polluants et de l'industrie, les objectifs en fait de l'État, notamment via les accords de Paris qu'ils ont signés. Ils ont besoin en fait de systèmes d'adaptation justement pour mieux mesurer l'impact de leur politique publique. Donc, on part d'une infrastructure qui paraît être centrée uniquement à la qualité de l'air, mais en soi qui touche tous les aspects en fait de la vie d'une société. Où en est le déploiement de Ndoo? Vous en êtes où aujourd'hui? Là, on est fin de l'été 2025. Vous êtes en discussion avec des gouvernements, peut-être des collectivités en Afrique. Qu'est-ce que vous espérez, vous attendez pour la fin de l'année? Donc, aujourd'hui, comme je disais, on a fini notre maturation scientifique à l'INRIA en avril 2025. Ce qui fait que ce qu'on a fait à l'INRIA, c'était de préparer la plateforme et de préparer l'algorithme en fait qui va servir dans sa V1 de moteur analytique. Là, maintenant, on a fini la conception en laboratoire, il faut la tester sur le terrain, donc il faut un utilisateur. On a le plaisir justement d'avoir le premier partenaire africain, qui est le ministère de l'Environnement de Côte d'Ivoire via son centre ivoirien anti-pollution, avec qui on a signé un protocole d'accord sur 5 ans pour les accompagner au déploiement d'un observatoire de la qualité de l'air en Côte d'Ivoire. Donc, avec eux, là, on a fini la partie conception de leur plateforme à eux. En fait, il faut réfléchir à notre plateforme comme une ERP, en fait, qui va gérer à la fois un réseau de mesure de la pollution, mais aussi, en fait, créer des rapports qui sont distribuables à tous les utilisateurs. Donc, ça demande énormément, en fait, aussi de préparation de l'équipe qualité de l'air du CIAPOL pour qu'elle puisse apprendre les usages de l'utilisation de la plateforme. Ce qui fait que là, aujourd'hui, on a entamé la phase, en fait, de déploiement de la plateforme au sein de CIAPOL. Et l'idée, c'est que pendant toute cette année, on doit pouvoir arriver à un déploiement total au sein de leur unité qualité de l'air pour que nous aussi, nous puissions, en fait, récupérer les feedbacks et améliorer la plateforme avant, en fait, son scaling phase 1 et où on vise, en fait, 2 à 3 pays. Maintenant, parallèlement, donc, on a cet accord, ce protocole d'accord. Et là, je reviens de Côte d'Ivoire ce matin. L'idée, en fait, c'est de les proposer un contrat de service, une convention avec justement un chiffrage financier, en fait, de ce que ça va coûter la première année et sur les 4 prochaines années pour voir aussi, pour qu'ils puissent intégrer cela à leur budget. Donc, mais quand même, pour le déploiement du projet pilote, on aura aussi besoin, en fait, du support de nos partenaires dans l'Agence spatiale européenne, avoir cela dans le soft. En parallèle, on est en train de préparer un protocole d'accord avec la ville de Malabo, en Guinée équatoriale. On a un protocole d'accord à préparer avec le ministère de l'Environnement de Guinée-Conakry. Ça doit être fait la semaine prochaine. Et on a échangé avec le Togo dans leur projet de qualité de l'air via le ministère de l'Environnement, le Sénégal au centre de gestion de la qualité de l'air. Et donc, on a environ 6 à 7 échanges directs avec des utilisateurs et potentiels payeurs directs en fait de la solution en ce moment. Et pour le moment, on essaie en fait de mener ça doucement pour aussi être capable en fait de délivrer. Et j'allais oublier, en fait, on va commencer à déployer, mais plus dans la partie en fait accompagnement des décideurs en Sierra Leone à partir de septembre, du 1er septembre. Et là, c'est par exemple notre premier contrat. D'accord. Donc pour rester dans la métaphore atmosphérique, la tempête Ndoo commence à souffler, mais Ndoo restera et restera lillois. En soi, Ndoo est conçue à Lille. Elle doit rester lilloise
pour pouvoir justement souffler là où elle doit souffler. Donc, l'ancrage lillois de Hendo n'est pas démontré parce que la technologie, en fait, les partenariats scientifiques sont conçus dans cet écosystème, en fait, depuis plus de 3 ans. Les partenariats universitaires le confirment et l'accompagnement, justement, des différents incubateurs, ça aussi, on s'appuie là-dessus. Mais il y a un besoin de comprendre, en fait, que le marché est africain. Bien et sûr. du coup, pour pouvoir, justement, souffler, pour rester dans la métaphore, il faut qu'il y ait des utilisateurs et des payeurs. Et du coup, aujourd'hui, Hendo, c'est une entreprise, en fait, comme je disais, de double espace. C'est une entreprise européenne et Un pied en africaine. Afrique, un pied en Oui. Europe. Et c'est aussi ce que nous représentons en tant que fondateur de Hendo. Bon, à Lille, ça souffle souvent fort. On souhaite que ça souffle fort dans le dos d'Hendo. Merci beaucoup, Souleymane Gagine. Merci à vous. Après ces 2 interviews passionnantes, faisons le point. Alexis Lebis nous a donné les clés théoriques, Souleymane N'Gajine nous a montré la pratique. Le message est clair, l'open n'est pas une contrainte, c'est même une opportunité énorme. Dans les Hauts-de-France, plusieurs secteurs peuvent exploser grâce à l'open. La logistique, on est la plaque tournante de l'Europe. Données de trafic, météo, douane, tout est disponible. Optimiser les flux, avec l'open data, des milliards d'économies. La santé, au CHU de Lille, Pasteur, Biotech, données de santé publique, IA médecine prédictive, les datasets sont là, il faut les exploiter. L'agriculture, première région agricole, satellite, météo, sol, les données existent. Agriculture de précision avec l'open data, c'est l'avenir. L'industrie 4.0, notre ADN industriel plus open source égale renaissance. Maintenance prédictive, optimisation, automatisation. Les briques sont gratuites, à nous de les assembler. La région n'est pas en reste. Mel Data, la métropole européenne de Lille, ouvre ses données. Dans le transport, l'urbanisme, l'environnement, une mine d'or sous-exploitée. Le projet Rêve 3, la 3e révolution industrielle mise sur l'open. Financement dédié pour les projets open source. Les formations, Université de Lille, IMT, École d'ingénieurs, de plus en plus de cursus open data, open source. Les communautés Python, Lille, GDG, Hackathon, un écosystème de développeurs très actif. Soyons lucides, tout n'est pas rose. La méconnaissance. Beaucoup d'entrepreneurs ignorent l'open data, ils ne savent pas que ça existe ou comment l'utiliser. La peur, si je partage, on va me copier, cette peur paralyse. Surtout les PME. Les compétences, exploiter l'open data demande des skills. Data science, API, cloud, pas évident. Le financement, les investisseurs comprennent mal l'open. Où est la barrière à l'entrée, se demandent-ils ? Pour transformer les Hauts-de-France en champions de l'open, il faut sensibiliser, montrer les success stories, comme Hendo, prouver que ça marche, que ça apporte. Il faut former avec des bootcamps sur l'open data pour les entrepreneurs, des formations courtes, pratiques, orientées business. Il faut financer. Il y a des dispositifs dédiés au projet open. BPI France a des enveloppes. Il faut les mobiliser. Il faut connecter, mettre en relation les détenteurs de données et les entrepreneurs, créer des ponts entre public et privé. L'open, c'est l'avenir. Et cet avenir se construit maintenant, ici, dans les Hauts-de-France. On arrive au terme de cet épisode révélateur. 7 règles à retenir. 1. La valeur n'est pas dans la donnée, mais dans son usage. Les données sont partout, l'intelligence de les exploiter est rare. 2. Donner pour recevoir. Plus vous partagez, plus vous recevez en retour. 3. La communauté est votre force. Seul on va vite, ensemble on va loin. Surtout dans l'open. 4. Le service prime sur le produit. Les gens payent l'expertise, pas le code. 5. La transparence crée la confiance. L'open source rassure. On voit ce qu'on achète. 6. L'innovation vient de la combinaison. Assembler des briques existantes, c'est mieux que tout réinventer. 7. La rapidité compte plus que la protection. Mieux vaut être premier que propriétaire. L'histoire de Hendo nous le prouve. Pas besoin de millions, pas besoin de brevets, juste de l'intelligence et de l'audace. Souleymane a pris des données satellites gratuites. Il a ajouté de l'intelligence. Résultat, 8 pays équipés, une meilleure gestion de la santé publique. C'est ça la magie de l'open, transformer l'existant en extraordinaire. Pour passer à l'action, plusieurs étapes. 1. Explorer, data.gouv.fr, 40 000 datasets français. Open Data Soft, plateforme régionale. GitHub, des millions de projets open source. Étape 2. Apprendre. Le MOOC Open Data de l'École des Ponts, les meet-up mensuels à Euratechnologie. Étape 3. Expérimenter. Le hackathon Open Data à Lille, le programme d'accélération Rêve 3 Open, un mentorat par des entrepreneurs de l'open. Étape 4. Se lancer. Mise en relation avec des experts, financement dédié, Open Innovation. L'économie du 21e siècle sera ouverte ou ne sera pas. Les données
sont le nouveau pétrole. Mais contrairement au pétrole, plus on les partage, plus elles ont de valeur. Ne gardez pas vos données dans un coffre. Ne cachez pas votre code dans un serveur. Ouvrez, partagez, collaborez. C'est contre-intuitif? Sûrement. C'est risqué? Peut-être, mais c'est l'avenir. Dans notre prochain épisode, on s'attaque à un sujet crucial, la deep tech. Comment transformer une découverte scientifique en produit commercial? Comment financer des années de R&D sans revenus? Comment convaincre quand votre innovation a 10 ans d'avance? On recevra Audrey Giraud de la SatNor, experte de la valorisation de la recherche, et Frédéric Sauvage, fondateur de Crystal Energy, qui nous racontera le parcours du labo au marché. La deep tech, c'est l'innovation de rupture, c'est aussi le plus grand défi entrepreneurial. Le futur appartient à ceux qui partagent, pas à ceux qui gardent.